La Guinée renforce son expertise dans les négociations des projets miniers. Un comité a été mis en place pour veiller sur l'optimisation des retombées financières. Le Premier ministre chef du gouvernement rentre de Télimélé. L'émissaire du chef de l'État était porteur de messages de paix et d'unité nationale. Les échos de la finale Miss RTG, la 9e édition s'est tenue cette semaine à Plaza Diamond. La couronne a été remportée par la candidate numéro 5, Dienab Simagan. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Le président de la République vient de prononcer son discours de fin d'année. Professeur Alpha Condé a exprimé ses vœux de nouvel an au peuple de Guinée. Dans ce discours de 12 minutes, le chef de l'État annonce la mise en route d'un ensemble de projets pour les jeunes, la poursuite des efforts d'autonomisation de la femme, la tenue des états généraux de l'éducation, le renforcement de la lutte contre l'insécurité. Un discours d'espoir qui rappelle les investissements futurs pour le pays. Cela à un moment où l'ancrage démocratique est à consolider à tout prix. Je vous invite à suivre un extrait de cette importante adresse du président de la République, professeur Alpha Condé. Guinéens, dans quelques semaines, nous citons participeront à de nouvelles consultations électorales avec la tenue des élections communales que je souhaite consensuelles et apaisées. J'encourage la classe politique à garder le cap sur les points de convergence qui peuvent aider notre pays à privilégier la défense de l'intérêt général et le respect de nos lois face à certaines manifestations injustifiées qui sont susceptibles de troubler l'ordre public et la quiétude de nos villes et campagnes. Le dialogue politique ouvert en 2011 nous a permis de franchir des étapes avant d'arriver à l'accord conclu le 20 août 2015 et révisé en 2016, avec pour principal contenu une réforme partielle de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que la révision du code électoral soumise à l'Assemblée nationale. Il faut également noter l'adoption du Code général des collectivités locales, la libération de toutes les personnes interpellées dans le cadre de manifestations publiques, l'identification et la poursuite des auteurs de violences durant les manifestations politiques sont en cours. L'inscription d'un taux forfaitaire dans la loi de finances 2017 en faveur des victimes concernées par les manifestations politiques est également engagée. À ce propos, nous avons une pensée à l'endroit des victimes des violences politiques d'avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est dans le sens que j'invite le gouvernement et les partis politiques à poursuivre le dialogue et à se pencher sur toutes les réformes futures susceptibles de préserver et d'améliorer nos acquis démocratiques, notre stabilité et notre volonté de vivre ensemble. Mes chers compatriotes, notre pays est porteur de nombreux projets économiques. Depuis la conclusion avec le Fonds monétaire international d'un accord au mois de décembre 2017. Ces derniers inaugurent un nouveau programme de facilité élargie de crédit par lequel la Guinée a la possibilité d'obtenir des prêts non concessionnels à hauteur de 650 millions de dollars, en complément d'autres financements identifiés pour le plan triennal 2007-2020. Un financement de projet prioritaire de 20 milliards de dollars a été également conclu en septembre 2017 avec la Chine sur une durée de 20 ans. Il concerne les infrastructures et les secteurs vitaux de notre économie. 3 milliards seront déjà disponibles dès 2018 pour la construction de la route Koya-Mamoun-Dabola, l'assainissement des voiries de Conakry, la construction de la première université sur les cadres prévus. J'ai également programmé le financement de la ligne de la transmission électrique Linsan-Foumi, l'extension du port de Conakry et la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti. Dans le domaine économique et social, à l'heure du 16 novembre dernier à Paris du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement économique et social PNDS, la Guinée s'est vue accorder 21 milliards de dollars de promesses d'engagement en lieu et place de 14 milliards attendus. Voilà, c'était un extrait du discours du chef de l'État à la nation à l'occasion du Nouvel An. Sur un autre plan, signature cette semaine au ministère des Mines d'une convention entre le gouvernement guinéen et la société chinoise TBA Group. Cette signature constitue l'aboutissement de fructueuses négociations entre les deux parties. Elle vise la transformation de la bauxite en alumine puis en aluminium ici même en Guinée. Les précisions avec Alassane Diogo-Bari. L'ambition de la société TBA Group de Chine est de réussir la transformation locale de la bauxite en alumine puis en aluminium. Le coût du projet est d'environ 3 milliards de dollars américains.
Dans sa première phase, il porte sur la mise en place d'infrastructures industrielles avec une chaîne de transformation de la bauxite en alumine et en aluminium. Ensuite, des infrastructures d'évacuation, à savoir un port et un chemin de fer. Je suis très content de pouvoir participer à ce développement historique en Guinée. Avant fin de l'année, arrive de 2018, on peut signer cette convention qui nous fait profiter de pouvoir commencer tous les travaux sur place. La troisième infrastructure en vue est celle énergétique et consiste en la réalisation du barrage hydroélectrique d'Amaria de 300 MW ainsi que d'une centrale thermique. L'engagement porte au total dans cette première phase sur environ 3 milliards de dollars d'investissement, mais nous avons prévu avec la société d'autres phases qui permettraient d'augmenter substantiellement ce niveau d'engagement. La société souhaite développer ses activités en Guinée dans le cadre de sa stratégie globale de diversification et surtout d'intensification de ses activités à l'étranger. À noter que ce projet est le fruit de la visite d'État effectuée par le président Alpha Condé en Chine pour renforcer les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays. Restons dans le même registre. La Guinée renforce son expertise dans les négociations des projets miniers. Le département de tutelle a mis en place un comité de pilotage. Il devrait veiller sur la gestion des projets intégrés en vue d'optimiser les retombées financières. Les précisions avec Momo Alpha Baldi. En général, les projets miniers nécessitent l'implication de plusieurs départements et expertises étrangères. Pour réduire les sollicitations étrangères et qualifier davantage les compétences locales, le programme d'appui au renforcement des capacités de l'administration pour la gestion des projets miniers intégrés fait son bilan à mi-parcours. Il y a 5 structures bénéficiaires que nous devons accompagner. Alors il y a le ministère des Mines à travers le bureau d'appui à la coordination des projets miniers. Il y a également l'opérationnalisation du secrétariat permanent. Le secrétariat permanent, c'est pour réduire le délai de traitement des demandes de permis, licences et autorisations. Et ensuite, vous avez 5 autres structures bénéficiaires, c'est-à-dire le ministère du Budget à travers la douane et les impôts. Avec cette nouvelle approche, le gouvernement guinéen entend améliorer les délais de mise en œuvre des différents projets miniers. Ça va réduire les délais de réalisation des projets, ça va améliorer la performance de l'administration dans la conduite de ces projets. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au niveau de notre administration, souvent, le grand handicap que nous avons, quand un projet s'exécute, nous avons en face des sociétés minières qui connaissent à quoi elles s'attendent, qui mobilisent des expertises compétentes, qui payent de l'argent, des montants considérables pour les débats avec les administrations. De l'autre côté, donc, sur la table des administrations, nous avons des fois des fonctionnaires qui n'ont pas toute la maîtrise ou qui n'ont pas les enjeux les plus détaillés, qui n'ont pas l'expertise des fois. Donc le projet vise à essayer de réduire ces gaps, cette différence qui se constate dans les compétences entre les deux parties qui sont autour de la table. Aujourd'hui, la Guinée compte se doter d'une expertise locale capable de négocier avec toute compagnie minière sollicitant investir dans le pays, ce pour impulser une croissance économique forte et inclusive. Développement local et nous nous rendons dans la ville de Dinguiraye. Le bloc administratif préfectoral resté longtemps en souffrance vient d'être réhabilité par le préfet. Par ce geste, colonel Mamadou Lamarane Diallo entend donner plus de visibilité à sa juridiction. Toutefois, les défis sont nombreux et le préfet de Dinguiraye s'y met avec le soutien de l'État. Habib Thiam. Longtemps oublié, le bloc administratif de Dinguiraye renoue avec le confort. Une action innovante du préfet en quête de modernité pour la ville. Lorsque j'ai pris le service ici le 6 janvier 2016, on ne pouvait pas rentrer ici. Mais au jour d'aujourd'hui, ça fait la lumière presque de Dinguiraye. Ça ressort l'image de l'autorité de l'État. C'est la SMD qui a financé ces travaux pour la rénovation et les équipements.
Ils avaient financé plusieurs fois. Ça n'a jamais vu les jours. Le préfet, vraiment, il est à la portée de la population de Dinguiraye. Il est sociable. Il répond aux critères de gens de Dinguiraye. Il est pour le développement de cette préfecture. Une préfecture encore sous l'étau du tronçon Bissékrima Dinguiraye d'une longueur de 85 km. Une partie d'un cocktail qui retarde le développement de la ville. Désenclaver le pays est une des priorités que s'est fixé l'État. Chaque jour, des actions sont engagées sur le terrain pour faciliter l'accès aux différentes villes et villages. Une mission délicate que le département des travaux publics entend mener jusqu'au bout. Nous avons inauguré la route de Kalinko, qui était une route abandonnée depuis la période coloniale. Je viens de faire la première pose de pierre de la route Dinguiraye, Lansanaya, Kanyagali. Je sais qu'on ne s'arrêtera pas là. Nous verrons encore d'autres projets sur Dinguiraye si tout va bien. Grâce à la nouvelle politique de désenclavement du pays, la ville de Dinguiraye a reçu quelques kilomètres de bitume, de quoi atténuer l'ampleur et les conséquences de la poussière sur la population. Et puis le Premier ministre, chef de gouvernement, rentre d'une mission à Télimélé. L'émissaire du chef de l'État était porteur de messages de paix et d'unité nationale. Pour l'occasion, le Saint-Coran a été lu plusieurs fois pour la consolidation du tissu social. L'initiative de ce rassemblement religieux est de la Ligue préfectorale, élargie aux fils résidents et ressortissants. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Nous sommes à Télimélé, la cité de Alpha Ibrahim Kola, située à 135 km du chef-lieu de Kindia et de 270 km de Conakry. Ce sacrifice et de lecture de Saint-Coran en faveur de la paix est initié par la Ligue préfectorale en collaboration avec les fils résidents et ressortissants de la localité. Vous savez, sans la paix et la quiétude sociale, il n'y a pas de développement. Nous savons avec toutes les prouesses que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est en train vraiment de se battre pour que les maux dont souffre ce pays-là, la population puisse en être satisfaite. Pratiquement, nous constatons que des fois, il y a des petits remous et ça s'enlève par rapport à tout ce que l'État est en train de faire pour remettre le pays sur les rails. Ici, à la grande mosquée préfectorale, les fidèles musulmans sont venus nombreux pour écouter le Premier ministre Mamadi Youla, l'émissaire du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Opposition, mouvance, ressortissants, résidents, les députés de la majorité, de l'opposition, on était tous unis pour une fois autour de ces prières de paix, de ces prières d'unité. Donc c'est une joie, c'est une victoire et vraiment je remercie les initiateurs, je remercie nos parents. C'est un rassemblement religieux qui a mobilisé tous les sages et leaders religieux des 14 sous-préfectures de Télimélé. Occasion pour le chef de gouvernement d'insister sur la nécessité du renforcement du tissu social. Le président nous a demandé de faire ce travail pour le bénéfice des populations. Donc il est important que nous puissions de temps en temps venir au contact des populations à la base. C'est d'abord la raison première pour laquelle le chef de l'État nous a demandé personnellement de venir le représenter à ce grand rassemblement de Télimélé, un rassemblement pour des prières pour la prospérité de la Guinée, pour l'entente cordiale. Le chef de l'État nous a demandé de passer aussi ce message d'unité, de paix et d'espoir aux populations ici. En marge de cette rencontre religieuse, le Premier ministre Mamadi Youla a tenu à visiter les projets de développement amorcés par le gouvernement. De la nouvelle centrale électrique au chantier de bitumage, en passant par la station de pompage d'eau, partout les efforts du gouvernement sont salués par la population. La 9e édition de Miss RTG a pris fin cette semaine. L'événement est initié par la section culturelle avec à sa tête Aya Gawara. La Miss RTG 2018 est connue. Elle s'appelle Guénab Simagan, candidate numéro 5. Elle a été élue par un jury dans les jardins fleuris de Plaza Diamant, équipés dans la commune de Ratoma. Reportage Gamokaba. Elles sont 7 candidates à s'affronter pour la phase finale du concours Miss RTG. Cette année, la lecture en public en faveur de l'événement Conakry Capitale mondiale du livre et le leadership féminin sont au rendez-vous. Âgées de 18 à 23 ans,
Elles sont toutes étudiantes. Ce concours valorise la beauté physique et intellectuelle de la jeune fille guinéenne. Cette année, c'est que la première des choses, c'est la participation des écrivains guinéens. Ils ont beaucoup fait dans la formation des filles. Et j'ai eu un coaching aussi serré, comme on l'a dit, sur l'addiction, sur les projets. Ça a été vraiment un travail. C'est vrai que les années passées, mais cette année, on s'est beaucoup concentré sur la formation. Nous, au niveau de Conakry, capitale mondiale du livre, nous avons cru au projet et nous allons continuer à accompagner cette émission qui est une véritable émission de promotion des talents. Chaque candidate marque la différence par la danse traditionnelle et par la présentation d'un projet. Devant le public et sous l'appréciation du jury, la candidate numéro 5 arrache la couronne. Étudiante en licence 2, banque et assurance, Genève Simankan bénéficie déjà de 2 voyages à l'étranger, l'un sur les États-Unis pour échanger avec ses compatriotes sur son projet et l'autre pour participer à l'événement Conakry sur scène à Paris. J'ai beaucoup révisé et j'ai beaucoup suivi les formations avec les formateurs. C'est ce qui m'a beaucoup aidé et je me suis donné à fond avec le courage des parents. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Mon projet, c'est sur la drépanocytose. Pourquoi la drépanocytose? Là, j'ai pris l'exemple sur mon cousin qui est décédé sur cette maladie et ça m'a beaucoup touchée. C'est pourquoi je me suis dit, une fois Miss RTG, ce serait mon combat. Les initiateurs ambitionnent de former les jeunes filles et de revaloriser la beauté guinéenne sur le plan national et international. Un soutien en faveur de la promotion de la culture qui a mobilisé ici les artistes locaux. Vous suivrez l'intégralité de Miss RTG ce soir après le journal de l'an. Les petits métiers, entre novembre et décembre, ils ont fait l'objet d'une vaste campagne initiée par la RTG. L'apport, le talent et la dignité de certaines personnes anonymes sont portés à l'écran. Il a été question de valoriser ces métiers qui nous servent tout en donnant un coup de pouce pour améliorer leur perception. Une petite sélection des meilleures séquences de la semaine des petits métiers dans ce best-of de la rédaction. Le garçon qui nettoie notre bureau chaque matin, chaque soir, finit par se diluer et se confondre à notre mobilier. Il finit par faire partie du décor quotidien. On finit par ne plus le remarquer, par ne plus le voir. Alors que lui, il vit et veille sur nous, sur notre hygiène, sur nos différents petits besoins. Dans sa nouvelle dynamique des semaines thématiques, ce sont donc ces gens des petits métiers, ces anonymes utiles, ces actifs invisibles qui retiendront cette semaine, et cela jusqu'en début décembre, les caméras, les lampions et les micros de la radio et de la télévision nationale. La semaine des petits métiers, c'est le tapis rouge de la découverte, largement étalé aux pieds de ceux-là qui, dans le silence modeste mais efficace, font marcher les fondements du tissu social et économique de notre pays. La semaine des petits métiers, c'est le coup de caméra sur les mains expertes de nos artisans, c'est le coup de lumière sur les sillons de sueur de nos ouvriers, c'est la parole enfin offerte et ouverte à ces sans-voix qui triment chaque jour à l'ouvrage pour nous rendre la vie facile et utile. Mais la semaine des petits métiers, ce n'est pas seulement pour montrer ces visages inconnus. Cette semaine-ci, c'est aussi et surtout un salon d'ouverture, une occasion de contact entre nos laborieux ouvriers, nos ingénieux artisans et les responsables des grandes structures de l'État ou du privé qui ont pour mission de les organiser, de les former et peut-être de leur ouvrir des voies d'un éventuel financement qui leur permettrait un jour de changer le cours de leur vie, d'oser rêver grand, de grandir enfin de leur labeur habituel. Dans cette cabine se trouve la solution de diverses pannes de téléphone. Ici travaille Mamadi Sissé depuis 6 ans. À l'aide de son tournevis, ses pincettes, son souffleur, il dépanne des smartphones,
des tablettes et autres téléphones. On touche tout téléphone, mais il y a des pannes, nous on ne peut pas détecter parce qu'on n'a pas de matériel qu'il faut. On peut faire plus que si on a le matériel. Son ingéniosité fait de lui l'un des techniciens les plus convoités pour le dépannage de téléphones. Pourtant, Mamadi Cissé n'a pas suivi de formation technique sur la réparation de téléphones. Je peux dire, alhamdoulilah, j'ai 4 enfants qui sont à l'école privée. Dans le métier là, j'ai plus de 8 personnes à la maison à nourrir encore. C'est grâce à ce métier là, je parviens à entretenir ma famille. Nous sommes à l'hôpital de l'amitié sino-guinéen. Pour de nombreux patients et citoyens, c'est l'une des structures sanitaires des plus propres de Conakry. Ici, le respect des règles de savoir-vivre, l'hygiène et de sécurité est imposé aux travailleurs. Venu de Ourekaba, la vingtaine Adji Mansari fait partie de l'équipe de l'hygiène de l'hôpital. Chaque jour, il fait le même exercice avec son équipe. Nettoyer tous les coins et recoins du centre hospitalier. Un boulot que Adji a obtenu il y a juste 6 mois. On nettoie les salles avec les douches, avec des escaliers. C'est ça, moi c'est ça que je fais ici quoi. L'équipe de Adji est composée de 22 agents, tous nettoyeurs au compte de l'hôpital sino-guinéen. Ils sont répartis en 2 groupes de travail qui seraient les 24 heures sur 24 pendant 6 jours. Je nettoie tout ce bâtiment depuis 3 ans. C'est grâce à ce travail que je gagne ma vie. Donc je suis vraiment heureuse avec ce travail. À 38 ans, Jacqueline Kumbatolno est découpeuse de feuilles au marché Matoto. Chaque matin, elle est sur pied aux premières lueurs du jour, en quête de sa marchandise journalière, une activité qu'elle pratique depuis 12 ans. Des fois, nous nous rendons à Koya, 36 ou du Breka pour acheter les feuilles avec les grossistes. Nous sortons de chez nous entre 5 h et 6 h du matin, des fois même à 4 h en temps de crise de feuilles. À 7 h, elle prend poste et commence le travail. Son outil principal, un couteau tranchant qui coupe en quelques minutes un tas de feuilles encerclées dans ses doigts. Ce genre de métier est souvent mal perçu dans la société guinéenne. Même Massila en est fière malgré son âge. Après chaque repas, elle fait son petit commerce de côté. Un commerce qui lui permet davantage d'accroître ses revenus. Certains de mes amis me dépassent ici pour aller cuisiner chez les gens. Je leur ai dit de ne pas minimiser ce travail, car c'est mieux de cuisiner au lieu de rester sans rien faire. Je suis payée et avec mon salaire, je vends des gâteaux. Avec l'argent que je gagne, je parviens à assurer les frais médicaux de mes enfants et payer aussi leurs frais de scolarité. Pour sa patronne, cette travailleuse domestique est une référence. Pour son travail, Aboubakar Sankan a besoin de filets préfabriqués, d'un peu d'espace, de la ficelle et de quelques outils. Son métier, fabriquer des filets de pêche. Dans sa main, cette navette pour tirer les ficelles afin d'obtenir des mailles. Ici, il pose le filet, charge la navette pour enrouler la ficelle. On achète 5 paquets de ficelles pour fabriquer un filet de pêche. Aussi, il y a d'autres accessoires comme les aiguilles pour un travail complet. Nous sommes nombreux, mais chacun a une tâche spécifique dans le montage des filets de pêche. Dans le secteur de la pêche artisanale, les travailleurs comme Sankan occupent une place importante et contribuent à garantir à leur manière la chaîne d'approvisionnement des marchés en poissons. Pas
Page noire, un dernier hommage a été rendu ce dimanche à El Hadj Sékou Keïta, affectueusement appelé Dani. Le défunt était le président du tribunal militaire permanent. Il est décédé le 24 décembre à Paris des suites de maladie. Parents, amis, professionnels de la justice, personnalités civilo-militaires étaient tous présents pour l'ultime adieu à ce grand commis de l'État. Mamadi Terna Kamisoko. Dans l'enceinte de la Cour suprême, magistrats, greffiers, huissiers de justice, avocats, personnalités civiles et militaires se recueillent sur la dépouille de Sékou Keïta, Dani pour les intimes. Ce magistrat émérite est décédé le 24 décembre dernier en France des suites de maladie. Jusque-là, président du tribunal militaire permanent de Conakry, à 73 ans, Sékou Keïta quitte une famille biologique et juridique éprouvée par sa disparition. El Hadj Sékou Keïta personnifie l'esprit de la disponibilité qui perpétue l'amitié. Oui, El Hadj Sékou Keïta était disponible pour ses amis. Il avait la grandeur et la simplicité des grandes âmes débonnaires. Dani a été aussi un rassembleur. Mais il a été un rassembleur surtout qui a protégé les pauvres. Je voudrais donc que ces enfants sachent que leur père, leur tante, leurs autres frères ont tracé le chemin. Ils ont un immense travail, c'est de mériter ce chemin. Et nous sommes là pour les accompagner. Ancien secrétaire général et ancien chef de cabinet du ministère de la Justice, bref, le défunt a gravi tous les échelons de l'administration judiciaire. Parallèlement à ses obligations administratives, Sékou Keïta était un père modèle pour sa famille. Papa, nous ne te pleurons pas aujourd'hui par peur d'affronter cette vie sans toi, mais du fait que nous n'aurons plus l'occasion de t'appeler papa. Papa, nous te donnons l'assurance de préserver et de continuer tes bonnes œuvres et, comme tu l'as toujours fait, renforcer davantage l'unité de la famille. Je te pardonne à ma qualité de patriarche, représentant la famille Keïta, d'ici et d'ailleurs. Et par ma voix, toute la famille te pardonne et te promet ne jamais t'oublier lors de nos prières et encore moins les tiens. Marié et père de 8 enfants, Dani a regagné sa dernière demeure ce dimanche au cimetière de Cameroun après de longues années au service de la justice. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal prend ainsi fin. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2018. Tout à l'heure à 21h, le journal de l'an vous sera présenté par Alia Kamara et Maferin Kamara, suivi de l'intégralité de Miss RTG avec la dynamique section culturelle dirigée par Aya Gawara. Bonne soirée télévisée à tous. diversifiée. La Guinée, une économie en croissance.